Et salut! Alors je sais, je suis super en retard, je suis désolé. Hop, je vais me montrer. Clac, et me voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et bienvenue pour une nouvelle édition de Dany l'Art Actu, votre revue de presse hebdomadaire sur le monde de l'art. Et aujourd'hui, donc, nous sommes le mercredi 25 novembre 2020. Et on va décrypter ensemble l'actualité de cette semaine. Alors, je vous rappelle que vous avez un petit chat à disposition là, juste en dessous. Et du coup, si vous avez une question, je pourrais directement... j'ai l'impression qu'il y a un peu de délai aujourd'hui. Je pourrais directement vous répondre. Pour ceux qui regardent la rediffusion, vous n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Avant ça, je me présente, je m'appelle Antoine Paris. Je suis guide en freelance à Paris, dans la petite entreprise que j'ai créée, qui s'appelle Dany l'Art. Et d'ailleurs, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le site qui est www.danylart.com pour regarder quelle visite je propose. En ce moment, je propose une visite qui s'appelle Paris Découverte de l'Alma au Louvre, qui s'intéresse aux bâtiments les plus emblématiques de la ville de Paris, de l'Alma au Louvre. L'originalité, c'est que je vous laisse le choix du parcours en vous laissant voter. Une autre visite qui s'appelle La Défense, naissance d'un quartier. Le but, c'est d'apprendre comment est née la Défense et pourquoi on peut parler comme ça d'une ville utopique, de comprendre ce qui l'a fait exister, et cela en parlant d'histoire, de politique, d'urbanisme. D'ailleurs, j'ai sorti la vidéo de complément de visite pour la Défense que je vous invite très fortement à aller voir. Et j'ai une autre petite idée pour le mois de décembre, celui d'un calendrier de l'Avent. Ça se passera sur Instagram tous les matins. Je vous posterai une petite photo. Si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à laisser un maximum de commentaires voilà, pour que vous ayez comme ça votre petit calendrier de l'Avent sur la ville de Paris. Cette semaine, on va faire une revue de presse assez riche. C'est pour ça que je suis en retard, parce qu'il y avait beaucoup de boulot. Vous verrez, il y a un gros débat cette semaine, un gros drama. D'abord, on va parler évidemment de la Covid-19 et de la culture. Si vous n'avez pas assisté aux autres éditions de Dany l'Art Actu, je vous rappelle juste que en dessous, vous avez la description avec un chapitrage qui vous permet d'accéder directement aux sections qui vous intéressent. Mais je peux vous rappeler brièvement, en septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Jean Castex avait annoncé son plan de relance de 2 milliards d'euros qui était alloué directement à la culture pour sauver ses acteurs. Et cette semaine, on a quelques petites actualités par rapport à ça. Alors, on y vient. Oh, zut, je me suis mal préparé. J'ai oublié de linker la page... C'est pas grave, on va faire ça tout de suite. Boum. Voilà la page. Hop. Que je vais... Boum. Alors, désolé, hein. Je suis pas bien préparé aujourd'hui. Voilà. Super. Voilà, alors là donc la première petite nouvelle en rapport avec ceci, la première actu, qui est une petite fast news. Donc vous le voyez, le Conseil de Paris qui vient de voter que 5,8 millions d'euros seront alloués, donc des subventions pour le secteur culturel. On a aussi donc, hop, juste ici, une grosse conférence annuelle qui porte sur le mécénat sur la culture. Et donc vous voyez cette année, donc ça s'appelle Mécène Forum, cette année pour la 5e édition. Il s'agissait de discuter du rôle du mécénat en temps de crise et de son utilité. A priori, les conclusions sont bonnes puisqu'on assiste déjà à une hausse du mécénat de près de 30%, une bonne nouvelle donc. Nous ne sommes pas tous égoïstes et on est un minimum solidaire avec la culture. Et on va continuer, donc évidemment, vous vous attendez à ce que je vous parle de ça, hein, sur les annonces du Covid. On va parler de l'allocution du président de la République. Pourquoi? Parce que ça vient, alors vous l'avez déjà peut-être pas manqué, contrairement à la dernière fois, Macron, cette fois-ci, a eu quelques mots pour la culture qu'il avait complètement ignoré lors de sa dernière allocution. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc au programme, un déconfinement programmé de la culture, c'est-à-dire qu'à partir du 15 décembre, si les chiffres de contamination baissent, les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront réouvrir, mais dès le 28 novembre, on envisage aussi de réouvrir les commerces non essentiels, donc ce qui va permettre par exemple aux librairies, aux bibliothèques, aux galeries de réouvrir et du moment que ça reste avant 21h.
Évidemment, je me suis posé la question pour mes visites. Bon, bah voilà, comme c'est des réunions sur la voie publique, pas de signe positif, et il va falloir attendre une nouvelle allocution qui autorise ces rassemblements-là, et à ce moment-là, on pourra continuer à faire des visites. Je vais continuer avec un petit point sur les bons plans de culture numérique que j'ai déniché cette semaine pour vous. Alors d'abord, là vous voyez, c'est pas vraiment un bon plan, c'est plutôt une news, quelque chose qui va bientôt arriver. On va parler de Google. Alors je vous en avais parlé dans l'édition précédente, de Google Art and Culture, cette possibilité que vous aviez depuis chez vous de visiter plus de 2000 musées dans le monde gratuitement. Eh bien, Google a pour ambition de lancer un nouveau service qui s'appelle Expédition. Alors je sais pas si vous vous souvenez aussi, je vous avais parlé d'Amazon Explore. Cette idée de proposer des visites guidées en streaming, payantes, et bien là c'est à peu près le même concept, revu par Google, en gratuit, avec des contenus qui sont déjà enregistrés. Et comme c'est Google, il prévoit évidemment des visites assez extraordinaires, comme par exemple une petite expédition dans l'espace, et tout ça c'est développé gratuitement, et l'idée avant tout, c'est de faire un contenu qui puisse être pédagogique, pour les professeurs. Donc imaginez-vous dans un futur proche où vous pourriez visiter en classe, par exemple un château coréen en réalité augmentée. Ben voilà, ça va arriver très bientôt. On continue avec Google, parce qu'on a une autre petite nouvelle à propos de Google. Alors regardez, ils ont lancé une chaîne YouTube en France, donc qui est née d'un partenariat entre Google, Arte et le CNC. Elle s'appelle Savoir et Culture. Une chaîne assez intéressante. Le but, c'est d'accélérer le développement de contenu culturel de la part des institutions et des youtubeurs. Et comme ça, en donnant un petit coup de pouce à tout le monde, tout simplement aussi en organisant un fonds de financement pour les projets culturels avec les institutions culturelles et les créateurs. Et puis évidemment, héberger ces contenus sur YouTube pour que tout le monde puisse les consulter. Et voilà, tout cela gratuitement. J'ai vu quelques petits trucs intéressants sur cette chaîne-là. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne de Savoir et Culture. On continue avec un autre bon plan. Est-ce que vous connaissez les jardins de Chantilly ? C'est sûrement l'un des plus beaux jardins à la française de le nôtre. Il se situe en région parisienne, un tout petit peu éloigné, mais c'est quand même accessible en train. En tout cas, vous pourrez vous y balader quand on sera tous déconfinés. Mais ils ont une chaîne YouTube, vous voyez, le domaine de Chantilly. Il y a pas mal de choses, ça parle de pas mal de sujets, mais vous avez aussi des sujets qui concernent le jardin. Donc par exemple, avec ici, un petit topic de 3 minutes sur le jardin anglo-chinois du domaine de Chantilly. Donc voilà, très intéressant. Il y a une chaîne YouTube à suivre aussi. Et en parlant de comptes à suivre, j'ai aussi un autre compte à vous proposer. Cette fois-ci, c'est un compte Twitter. Le compte Twitter du Château de Versailles. Alors, parce que regardez, il y a des choses très très chouettes. Alors, je vais vous enlever la caméra parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. Alors, c'est bon. Du coup, c'est pas à la bonne taille. Je vais devoir redimensionner tout ça, c'est génial. C'est les joies du direct. Hop là. On va y arriver. Oh là là. Voilà, ça veut pas. Hein. Voilà, à peu près bien. Alors pourquoi un compte à suivre ? Parce que en ce moment, ils font la restauration de la chapelle royale. Et ils en parlent tous les jours, voilà, avec en tweet des photos. Et si vous avez toujours rêvé de suivre un chantier de restauration de près, voilà, c'est totalement possible sur ce site. Ici, par exemple, là, vous avez une vue du ciel. Donc c'était pour cette journée-là, avec des photos assez impressionnantes. Ils montrent aussi beaucoup d'avant-après. Donc là, vous voyez, à la force des échafaudages, voilà, des photos assez extraordinaires. Donc à regarder. Vous avez aussi le musée des Beaux-Arts de Rennes qui propose des contenus assez intéressants et toutes les semaines, ils font des petites médiations de 3 minutes sur leur collection. Cette semaine, on a cette médiatrice qui nous présente une esquisse pour le plafond de l'Opéra de Rennes réalisé par Le Mordant. C'est très intéressant et je vous invite évidemment à suivre. Et notre dernier petit plan, bon alors là vous avez une super pub de DeLonghi, mais c'est un documentaire d'Arte, un documentaire qui s'appelle De Gaulle bâtisseur. J'en ai entendu que du bien, je vous invite à aller le regarder.
si ma visite de la Défense vous a intéressé, c'est un documentaire à voir et disponible au visionnage jusqu'au 16 décembre, donc dépêchez-vous. Bon, alors on va continuer. Donc je parlais du documentaire et on va continuer donc cette revue de presse avec donc la grosse actu de la semaine, le débat sur l'aménagement de Notre-Dame. C'est un débat qui tourne au drama, mais bon, tout le monde aime ça le drama, alors on va essayer de décortiquer tout cela ensemble. Mais avant de vous parler de ce gros drama, on va commencer avec la grosse bonne nouvelle. Alors allons-y avec la grosse bonne nouvelle. La grosse bonne nouvelle, c'est celle-ci, regardez-moi ça. Et oui, vous avez une photo de Notre-Dame sans échafaudage. Et bien ça y est, comme vous le voyez, l'échafaudage, il n'est plus là. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que il présentait un risque important pour l'édifice, cet échafaudage, tout simplement parce qu'il pesait 20 tonnes. Et évidemment, les 20 tonnes, si ça s'écroulait sur la voûte, c'était la catastrophe. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, on a l'AFP qui a fait un thread avec des photos du démontage qu'on peut regarder ensemble si ça vous intéresse. Alors regardez-moi ça. Hop, juste ici. Donc vous avez un thread avec plein de jolies photos donc de l'avancée de ce démontage. Voilà, avec des hommes sur le terrain, c'est très intéressant. Il y a énormément de photos. Ça fait plaisir. Je vous mettrai évidemment le lien de ces tweets-là pour que vous puissiez regarder tout ça. Et donc ça, c'était la première nouvelle, ce qui nous met en lumière, ce qui nous met un petit peu la lumière sur Notre-Dame cette semaine. Et évidemment, une fois l'échafaudage enlevé, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet des travaux. Et on a alors une autre nouvelle qui nous est arrivée, c'est celle de la réouverture des carrières pour la restauration de la cathédrale. Et alors, donc ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça, c'est la toute première conséquence de la loi d'exception sur la restauration de Notre-Dame. Et donc le gouvernement va faire passer sa première ordonnance pour la réouverture des carrières. Et quel est le problème ? Eh bien parce que tout simplement les carrières ça pollue. Aussi parce qu'on peut observer ces dernières années que souvent les lois d'exception ça rentrait dans le droit commun, donc c'est un chantier à suivre si on veut voir comment on expérimente ces futurs chantiers de restauration, et on va un peu le voir comme un chantier expérimental. Et ici, l'ordonnance il permet de contourner la loi dans le domaine de l'environnement, et cela pour tenir tout simplement les délais qu'avait imposé le président de la République. Normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est une enquête préalable publique, environnementale, avec des ingénieurs, avant d'ouvrir la carrière pour savoir s'il y a des risques. Sauf que là, on va s'abstenir de toute enquête pour gagner du temps. Évidemment, c'est très risqué, parce que derrière ces enquêtes, on a aussi des travaux de faisabilité, d'ingénierie, pour éviter des catastrophes environnementales et naturelles. Mais il n'est pas là, le vrai drama. Le vrai drama, attention, je vais vous l'introduire tout de suite. Le vrai drama, c'est celui-ci, c'est que Notre-Dame de Paris réfléchit à son aménagement intérieur. Et on a un projet qui est en cours d'élaboration, que nous a présenté l'archevêque de Paris, qui réfléchit donc au futur aménagement de Notre-Dame. Ça a fuité, et se dit, cet archevêque, tiens, pourquoi pas remplacer certains vitraux par des vitraux contemporains. Alors évidemment, ça pose plein de questions de ce qu'on remplace et ce qu'on remplace par quoi, mais aussi la question du respect des donateurs qui ont accepté d'être mécènes pour une reconstruction à l'identique. C'est donc voilà un véritable débat qui s'ouvre, bien teinté de drama. Donc il viendrait remplacer les vitraux en grisaille. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer ce que c'est qu'une grisaille. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. Ça c'est un vitrail en grisaille. Donc vous voyez avec des petites formes géométriques. Mais déjà, il faut que je précise une chose, ça avait déjà été fait. Un remplacement de vitraux par des vitraux contemporains en 1966 avec des vitraux de Jacques Le Chevalier, que vous pouvez voir dans ce petit tweet ici. Donc ça c'est un vitrail de Jacques Chevalier que vous voyez là-haut. Et alors du coup, quel est le problème exactement ? Le problème, c'est que les vitraux dont je vous parle, les grisailles, ils sont classés de 19e siècle parce qu'ils sont d'héritage de Viollet-le-Duc.
Et donc ceux qui défendent leur remplacement disent qu'ils sont décoratifs, mais en réalité ils sont pas tous décoratifs. Comme par exemple on a un gros vitrail qui explique toute l'histoire de l'arbre de GC. Et comme je vous l'ai dit, tout ça, ça s'accompagne d'un grand drama. Donc, alors, je vais vous montrer un tout petit peu. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez que tout le monde s'insulte un peu. La tribune de l'art qui dit que, bah si, la loi empêche de toucher aux cathédrales. Et voilà, il insulte le mec en disant qu'il croyait être moderne en niant la législation. Et puis, vous avez aussi pas mal de fake news qui circulent, notamment un journaliste qui raconte que, en réalité, à l'intérieur de la cathédrale, c'est le diocèse de Paris qui est propriétaire, sauf que c'est pas vrai, c'est l'État qui est propriétaire des murs et de l'intérieur. Voilà. Et alors, et en plus de ça, la ministre prend position. Donc, si ça vous intéresse, on va lire ça ensemble, parce qu'on a une citation ici dans un article de La Tribune de l'Art. Donc voilà, Roselyne Bachelot qui dit « Je suppose que voilà, vous voulez aborder la question des vitraux grisailles et de la polémique qui est née à ce propos. Je veux rappeler peut-être des choses toutes simples. D'abord, l'État est propriétaire de Notre-Dame de Paris. Non seulement il a son mot à dire sur tout ce que constitue le bâti de Notre-Dame de Paris, mais je rappelle que les vitraux ne sont pas du mobilier ou un élément de décoration, ils sont constitutifs du bâtiment. Le deuxième point est que le ministère a tout à fait son mot à dire sur l'intérieur. Le clergé est habilité à amener du mobilier culturel, cela s'est fait. On l'a bien vu d'ailleurs dans nos cathédrales, arriver des hôtels plus modernes, plus proches des fidèles, c'est tout à fait possible, et cela se fait évidemment en concertation avec la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, c'est l'institution publique qui est chargée des aménagements culturels, mais l'État est compétent, je le répète, sur tous les décors intérieurs, pour ce qui concerne les vitraux grisailles, et en particulier parce que l'affaire commence à susciter des polémiques, je rappelle donc que la dépose de ces vitraux dits grisailles imposerait le passage devant la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine, la CNAP, et étant donné les prises de position de cette commission, il est douteux qu'elle donne son accord à quelque chose qui est constitutif du bâtiment. Je rappelle tout simplement que la France a signé la Convention de Venise de 1964 qui rend absolument impossible toute dépose des dits vitraux et leur remplacement par des œuvres modernes, soyons clairs. Donc vous voyez que, a priori, c'est un faux débat, ça n'arrivera jamais. On va continuer sur un point sur l'esthétisme de Paris, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça, et pourtant je vous avais expliqué que ça allait devenir un sujet assez récurrent de notre revue de la semaine hebdomadaire sur le monde de l'art. Et aujourd'hui, on va commencer avec un communiqué d'Emmanuel Grégoire. Alors qu'est-ce que je vous raconte là? Oui, ça c'est le... Voilà. Le voici, le communiqué d'Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint de la maire de Paris, d'Anne Hidalgo. Alors, c'est un assez long texte sur ce qu'est Paris et ce qui va changer à propos de Paris, mais en gros, il nous sort l'argument de la Tour Eiffel, ce qui est assez marrant, parce que bon, l'argument de la Tour Eiffel, c'est un peu ce que j'appellerais le point Godwin des débats sur l'urbanisme. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le point Godwin, c'est le moment où un débat va trop loin, où quelqu'un commence à faire une comparaison entre des propos et le fascisme, et quand ce point est atteint, c'est un peu le point de non-retour, c'est-à-dire que la personne a tellement abusé qu'on ne peut plus discuter avec elle. Voilà. Eh bien, idem ici avec la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel, c'est cet argument de « Ah bah oui, c'était moche avant, et alors maintenant, c'est devenu le symbole de Paris, on l'adore tous », donc comme quoi les choses peuvent être acceptées avec le temps. Et aujourd'hui, il explique qu'il existe beaucoup de symboles comme ça de Paris, en passant par l'architecture, mais aussi par le mobilier urbain, avec les colonnes Maurice, les fontaines Wallace, les bouches de métro Guimard. Et lui parle de réinventer tous ces mobiliers, avec par exemple des bancs chargeurs, des poubelles végétalisées, et aussi avec par exemple un éclairage public intelligent, qui varierait selon les moments de la journée, pour limiter la pollution lumineuse, et tout en repensant et en donnant une place de choix à la nature qui va prendre une place importante dans ce projet. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Et alors on continue avec un sujet dont je ne vous ai jamais parlé, qui est celui de la surélévation de la tour Montparnasse. Alors là vous voyez une petite photo juste ici. C'était un projet donc, de surélever la tour Montparnasse de 22 mètres,
On souhaitait y mettre à son sommet une serre sur la tour, et c'était aussi dans une logique de réhabilitation, parce qu'il y a beaucoup d'amiante dans cette tour-là, elle est très énergivore, et donc voilà, c'était pour la rendre économe, et pour l'arranger un petit peu. Il y a du nouveau dans ce projet, c'est que la mairie a rejeté tous les recours en justice qui ont été exercés contre elle, et donc ce projet risque a priori de bel et bien voir le jour. Alors moi je l'aime pas mal, mais il y a beaucoup d'opposants à ce projet, parce qu'il y a c'est des gens qui n'aiment pas la tour Montparnasse de base, puisqu'ils trouvent qu'elle enlaidit le paysage parisien, les perspectives parisiennes, surtout celles de la rue de Rennes. Et les opposants, ils déplorent un peu cette course à la hauteur dans Paris. Bref, si vous êtes contre, comme vous le voyez, il existe une pétition sur change.org que vous pouvez signer dès maintenant. Et on continue avec une petite fast news. Rachida Dati qui a exprimé son opposition par rapport à la sculpture du mur de la paix, le monument du mur de la paix dont je vous ai déjà parlé dans les éditions précédentes, à travers cette lettre que vous pouvez lire sur Twitter. En gros, elle dénonce une neutralisation de 500 mètres carrés de gazon, ainsi que toujours cet enlaidissement de la perspective vers les Invalides. Et encore une petite fast news, cette fois-ci on parle du Trocadéro. Alors regardez, ça c'est un projet qui a été voté par le Conseil de Paris, donc vous voyez un très grand changement dans l'environnement parisien qui a été voté, donc une végétalisation du Trocadéro et qui va carrément jusqu'au pont que vous voyez qui est vert. Très marrant. Et maintenant on continue avec le reste des actualités en vrac, avec au programme la fée électricité, le Louvre qui est un peu activiste malgré lui. Et aussi on va parler d'histoire dans Fortnite. Alors, c'est ce que vous voyez ici, la fée électricité. Donc une très belle œuvre de Raoul Dufy. C'est mal cadré mon histoire, hein. Je vais essayer de vous mettre ça un peu mieux là. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Alors c'est une bonne nouvelle, c'est tout simplement la fin de la campagne de restauration de la fée électricité, qui est exposée au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est une fresque magistrale qui n'avait jamais connu de restauration. Si vous n'avez jamais vu l'œuvre, bon, une fois qu'on sera déconfiné, je vous invite à aller la voir, c'est gratuit, vous pouvez aller la voir gratuitement. Elle a été créée en 1937 pour l'exposition universelle et pour célébrer le développement de l'électricité. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant avec cette restauration, c'est que le musée il a prévu un dispositif immersif qui permettra, avec un écran, une tablette probablement, d'observer tous les personnages de la fresque, avec un site aussi internet dédié à l'œuvre. Il me semble que là, on est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le Louvre, activiste malgré lui. Alors, regardez-moi ça. Ça se passe donc... Vous le voyez, donc ça se passe le 19 novembre à l'approche du G20 qui est présidé par l'Arabie Saoudite. On a Amnesty International qui a décidé d'adresser un message à Emmanuel Macron en prenant pour support le Louvre. Et on a des images du coup d'activistes féministes comme Loujain Al-Albout, j'arrive pas à dire son nom, enfin bref, qui ont ainsi recouvert la façade du Louvre. Il faut noter que ces femmes, elles restent aujourd'hui incarcérées, alors que le combat pour lequel elles se sont battues ont désormais elles ont gagné depuis mai 2018. En effet, les femmes ont désormais le droit de conduire en Arabie Saoudite. Et ce procès, en étant parmi d'autres, voilà, Amnesty International a décidé de se mettre ainsi en avant pour montrer, je cite, l'hypocrisie du royaume. Et donc, assez rigolo de voir que le Louvre y prend part à cette lutte malgré lui. Et on va finir avec une actu tout petit peu insolite, assez rigolote. On va parler de Fortnite. Alors c'est une collaboration qui va se passer avec Nota Bene, Solari et la région Centre-Val de Loire. Qu'est-ce qui se passe? Fortnite va tout simplement reproduire 5 châteaux emblématiques de la région Centre-Val de Loire. Le projet, c'est de déconfiner les châteaux par le jeu vidéo. Donc dedans, il y aura sûrement le château de Chambord, c'est évidemment une première mondiale. Il va falloir s'attendre à des vidéos sur le sujet de la part de Nota Bene sur sa chaîne YouTube.
Donc merci d'avoir participé à ce live un peu laborieux avec les 2 coupures que vous avez eues, ou d'avoir regardé la rediffusion sans coupure. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par le calendrier de l'Avent dont je vous ai parlé, vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo. Et puis si vous avez aimé, je vous invite à laisser un pouce blanc et à vous abonner. Et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao!